Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, ici, dans cet hémicycle, résonne souvent l'écho de nos batailles politiques. Ici, ces batailles sont parfois vives, brutales. Elles ne ménagent ni les députés, ni les ministres. Ici, à l'Assemblée nationale, résonnent de belles et grandes batailles politiques. Il s'agit parfois de plus petits combats qui, pour certains gagnés, font progresser notre société. C'est ici que résonne, par la voix des députés que nous sommes, l'écho de celles et ceux de nos concitoyens qui, trop souvent, ne parviennent plus à se faire entendre. La proposition de loi que j'ai l'honneur de présenter au nom du groupe Les Républicains n'est pas tout à fait un sujet comme les autres. L'école de la République, la place que l'on y fait au handicap ne sont pas des sujets comme les autres. La cause du handicap nécessite de poser les armes, de faire résonner autre chose que les querelles partisanes. Elle nous impose de nous mettre au travail. La place du handicap à l'école dit beaucoup de ce que nous sommes, de notre pays, de nos valeurs, de notre capacité commune à ne jamais transiger lorsqu'il s'agit de l'égalité des droits ou bien parfois, plus tristement, de s'accommoder des inégalités. Car c'est bien de l'égalité des droits dont il s'agit aujourd'hui. L'égalité qui fonde notre socle républicain et qui fait un enfant, un élève, ordinaire ou extraordinaire, porteur du handicap ou non, différent ou comme les autres, suivra une scolarité normale, apprendra, grandira, deviendra un citoyen complet et respecté. Ces inégalités des droits est un long chemin. Depuis la loi d'orientation du 30 juin 1975 jusqu'à la loi du 11 février 2005, voulue par Jacques Chirac, le chemin fut long. Ce long chemin nous pousse à l'humilité. Mais ce long chemin nous pousse aussi à prendre en compte toute la mesure du défi qui nous attend. Le nombre d'élèves accueillis est passé d'environ 100 000 en 2006 à plus de 320 000 en 2017 et 340 000 en 2018. Dans le même temps, le nombre d'élèves bénéficiaires d'un accompagnement humain a été multiplié par 5. Ils étaient plus de 156 000 en juin 2017. Il y a 2 ans, à la rentrée scolaire de 2016, on dénombrait 137 000 élèves bénéficiaires d'un accompagnement humain, 15 518 élèves de plus qu'à la rentrée de 2015. En 2016, des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire bénéficiant d'un accompagnement humain étaient de 46%. Mais il faut dévoiler d'autres chiffres, plus douloureux. Pour cette rentrée, plus de 600 élèves se trouvaient sans solution d'accompagnement sur l'Académie de Rennes. 645 enfants sans solution en Ille-et-Vilaine, 870 à Paris, ce qui représente près de 20% des quelques 4 827 notifications d'aide humaine que l'on comptait au 7 septembre dernier. Leur nombre dépasserait 1500 dans certains départements. En Seine-Saint-Denis, ils sont 3400 sans aucune perspective. Dois-je aussi rappeler que fin 2015, 1230 enfants français en situation de handicap avaient dû intégrer des établissements belges, faute d'avoir pu trouver une solution dans leur propre pays, la France. Nous pouvons estimer que 20% des enfants et adolescents d'Île-de-France sont expatriés en Belgique. Depuis 2015, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Aux côtés de ces enfants, il y a celles et ceux que le collectif des AVS-AESH appelle elles-mêmes les invisibles de l'éducation nationale. Ces mots, dans la bouche de ces femmes et de ces hommes au mérite immense, sont forts. Ils sont forts et ils sont justes. Ces 80 000 femmes et hommes sont si peu visibles dans leur statut, dans leur emploi, dans leur formation, dans la rémunération qui leur sont proposées. La précarité forge bien souvent leur quotidien. Alors que répondons-nous ? Que répondons-nous à cet AESH qui voit son temps de travail divisé par 2 en cours d'année scolaire et qui survit avec un salaire de 898 € par mois ? Son métier, celui du défi de l'inclusion, ne mérite-t-il pas mieux ? Que répondons-nous encore à cet AVS qui, 3 mois après sa prise de poste aux côtés d'un enfant autiste, attend encore les 60 heures de formation qui lui ont été promises ? Ces situations ne sont pas celles d'hier, non, elles sont celles d'aujourd'hui. Personne n'a le droit de dire que tout va bien. Personne n'a le droit de manquer à ce point d'humilité pour dire que rien ne doit changer. Personne ne peut décemment regarder dans les yeux ces familles, ces enfants, ces adolescents, ces accompagnants et leur dire que l'urgence est ailleurs. Car l'urgence, mes chers collègues, elle est ici, sous nos yeux. Inutile de patienter plus, de commander un énième rapport qui conclura comme les dizaines de précédents. L'urgence, nous la connaissons. Les solutions, nous les portons. Il ne reste et ne manque que la volonté politique d'en faire une véritable priorité.
Personne ne peut répondre que tout va bien. Car mes chers collègues, ces chiffres, abstraits, ils ont des visages. Des visages, des parcours de vie, des familles pour qui la promesse républicaine de l'école républicaine se résume aujourd'hui à une déception. La seule chose que nous leur devons, ce sont des réponses et des solutions. Notre proposition de loi s'attaque donc à plusieurs sujets précis et concrets. D'abord, il s'agit de faire évoluer positivement et significativement les situations professionnelles des actuels AVS, AESH. Pour cela, nous proposons à l'article 1er de substituer aux multiples statuts précaires actuels un unique statut d'accompagnant à l'inclusion scolaire, aligné sur le régime des agents contractuels de l'État et mieux rémunérés. Ces accompagnants n'auront plus nécessairement à effectuer 2 contrats à durée déterminée avant d'espérer pouvoir éventuellement obtenir un contrat à durée indéterminée. En complément de ces dispositions, je vous proposerai un amendement prévoyant que dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale soit tenu de désigner au moins un accompagnant à l'inclusion scolaire, dit ressources, auxquels pourront être confiées 2 types de missions, soit les missions de remplacement ponctuel et temporaire d'accompagnants intervenant déjà sur le territoire, soit d'appui au bénéfice des autres accompagnants pour leur fournir des conseils et une expertise spécialisée. Ce dispositif d'AESH tuteur existe déjà à Paris. Il s'agit ici, par la loi, de le généraliser et de le structurer. L'article 2 de la proposition de loi tend à renforcer et mieux valoriser la formation de ces accompagnants en prévoyant la création d'un diplôme unique d'État ou diplôme professionnel ou d'un certificat d'aptitude. À celui-ci pourra s'ajouter une filière de spécialisation, ouvrant pour les AVS, AESH, demain accompagnants, une perspective d'évolution de carrière. Notre proposition cherche aussi à décloisonner les temps d'accompagnant. Il est une évidence, le succès de la scolarité des élèves se joue au moins durant le temps scolaire que durant le temps péri- et extrascolaire. L'article 1er énonce sans ambiguïté que les accompagnants pourront donc être aux côtés des élèves en situation de handicap lors des sorties scolaires. Vous me direz sûrement que la loi le prévoit déjà, sauf que tant de situations nous montrent qu'elle n'est pas un droit effectif. L'article 5 met en place un parcours inclusif que je vous suggérerai par voie d'amendement de qualifier de personnalisé. Il permettra de rassembler autour d'une table, au moins 3 fois par an et à minima avant la rentrée des classes, l'ensemble des acteurs concernés par l'accompagnement de l'enfant, y compris les accompagnants. Aucun dispositif de ce type n'existe aujourd'hui. Enfin, l'article 4 suggère d'encadrer les délais d'examen des demandes à MDPH, les faisant passer de 4 mois aujourd'hui à 2 mois. Cette proposition de loi n'est certainement pas parfaite. Elle est comme la réalité et la vie de ces familles et de ces accompagnants, imparfaite. Elle est comme l'action du gouvernement, imparfaite. Elle est comme les députés que nous sommes, imparfaits. Mais elle est volontaire. Volontaire comme les familles et les accompagnants qui se battent au quotidien pour être entendus. Volontaire comme le gouvernement devrait l'être, comme les députés que nous sommes devrions tous l'être. Cette proposition de loi peut être enrichie par les contributions de tous les groupes politiques de cette Assemblée. En commission, le seul groupe politique qui n'ait pas pris la peine de déposer un seul amendement est celui de La République En Marche. J'ai été consterné par l'attitude de mépris, l'attitude expéditive, l'attitude clanique avec laquelle les députés de la majorité ont abordé ce sujet pourtant essentiel. Comment peut-on à ce point être écrasé par une discipline politique pour que l'on ne veuille voter ni pour une meilleure formation, ni pour une revalorisation de ces parcours, ni pour une réduction des délais MDPH. Monsieur le ministre, si de part et d'autre de l'hémicycle vous entendez les mêmes mots, c'est peut-être parce que vous êtes le seul à ne pas voir le chemin immense qui reste à parcourir. C'est peut-être parce qu'une forme d'autosatisfaction a pris le dessus sur la volonté d'agir. Si ces mots sont les mêmes, c'est que nous mesurons sur le terrain, chaque semaine, l'écart abyssal entre les déclarations qui sont les vôtres et les actes. Si les mots que vous entendez de part et d'autre de l'hémicycle sont les mêmes, c'est peut-être que nous avons raison et que vous avez tort. C'est peut-être aussi que sur un tel sujet, nous voulons être à la hauteur du mandat de député du peuple qui nous a été confié. Nous refusons d'être des gestionnaires résignés du handicap. Nous voulons agir, pas demain, aujourd'hui, pas par décret ou par petite circulaire, mais par la loi de la République. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le ministre, je formule un vœu, celui que nous soyons collectivement à la hauteur de ce sujet.
Ces enfants le méritent, ces accompagnants le méritent, notre idéal républicain le mérite aussi. Merci, monsieur le rapporteur.